Je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, à Bonjour à tous les troisièmes. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'analyse du chant des partisans. Pour ceux qui débarquent, retournez en arrière, écoutez la première partie de la vidéo sur le chant des partisans afin de mieux suivre cette seconde vidéo. Je vous cache pas que pour parler du chant des partisans, il serait préférable de commencer chez vous par faire une chose. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Écoutez le chant des partisans. Je vous mets en description de cette vidéo un lien pour aller écouter le chant des partisans et en particulier un lien vers la version choisie par Madame Quirin, version donc interprétée par Yves Montand. Vous l'écoutez, on en parle juste après. C'est un son qui vous parle? Oui, bah oui. Est-ce que vous avez apprécié Oui. Tu ressens quoi? C'est quoi l'émotion de la musique? Oh ben... Avant de commencer l'analyse de la première strophe d'une manière poétique, je suis obligé de vous parler un peu d'histoire. Sans histoire, sans un minimum de contexte historique, on n'y comprendra rien. Delta moins x plus 2 facteur de Eisenhower égale Austerlitz à la racine carrée de la ligne Maginot. J'ai révisé que les maths. Je ne vais pas en parler très longtemps. Pourquoi ? Parce que vos profs d'histoire vous ont déjà parlé. Vous savez ce qu'est la Seconde Guerre mondiale. Je fais un bref rappel, puis je passe à la poésie. Monsieur, c'est quoi le rapport entre le chant des partisans et la Seconde Guerre mondiale? Excellente question. La Seconde Guerre mondiale, en 10 secondes chrono, c'est l'Allemagne nazie qui envahit la France. En mai 1940, la force et la rapidité de l'offensive allemande met en déroute complète l'armée française. Le maréchal Pétain, qui est devenu chef du gouvernement, demande l'armistice. Armistice, c'est un mot compliqué, ça veut dire qu'on met fin aux hostilités. Globalement, pour nous, ça veut dire qu'on se rend. Et c'est là que les choses commencent à sérieusement se compliquer pour la France. En effet, Pétain, qui est convaincu de la domination durable de l'Allemagne nazie, va se mettre à collaborer en arrêtant les opposants et les Juifs de France. En parallèle à ça, dès la demande de l'armistice par le maréchal Pétain, le général de Gaulle, qui lui est à Londres, appelle à la poursuite du combat. Il appelle à cette poursuite dans un appel resté fameux, passé le 18 juin 1940. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. Avec tous les volontaires français qui veulent faire partie de la résistance, ils fondent les Forces françaises libres, le FFL, c'est-à-dire la résistance extérieure. En France, les résistants sont peu nombreux et isolés. Ils refusent la défaite, ils refusent de se soumettre à l'occupant, ils refusent aussi la collaboration mise en place par le régime de Vichy, et progressivement, des groupes se structurent dans la clandestinité. On les appelle parfois l'armée des ombres. Leurs actions sont diverses et nombreuses. Tracts, sabotage, envoi d'informations à Londres. C'est la résistance intérieure. Et le chant des partisans, c'est quoi ? Eh bien, c'est une chanson écrite par Joseph Kessel et son neveu Maurice Druon, qui viennent tous les deux de rejoindre la résistance et qui vont écrire ce texte pour appeler l'ensemble des Français à les rejoindre parmi les résistants. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Je vous place un lien sur une petite vidéo explicative concernant la résistance. Et puis, faisant confiance à vos professeurs d'histoire, je vous appelle peut-être à aller relire vos cahiers d'histoire, ce que vous avez eu en cours, pour plus d'informations sur le plan historique. Aujourd'hui donc, c'est parti pour l'analyse de la première strophe. Et quand je dis strophe, vous savez de quoi je parle. La première strophe est donc constituée de 4 vers, oui, de 4 vers. Elle est constituée de 4 vers, ce qui fait donc un quatrain. Donc on analyse aujourd'hui le premier quatrain.
On peut l'écouter en entier une fois. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ce que je vous propose, c'est de diviser cette strophe en 2 temps. On va avoir 2 parties pour l'analyse de cette première strophe. En effet, les 2 premiers vers nous donnent une idée principale. Quelle est-elle, cette idée? Cette idée, c'est celle que la France vit une situation désespérée. Ligne 1. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Le vol noir des corbeaux, qu'est-ce? On parle d'un chant de résistants. Qu'en ont-ils à faire, les résistants des corbeaux? Je vous le demande. Rien du tout. C'est donc que ce vol noir des corbeaux est une métaphore pour dire autre chose. J'en profite. C'est quoi une métaphore? Une métaphore, c'est de désigner quelque chose, une idée, ou un objet, un peuple, n'importe quoi, en employant un autre mot que celui qui conviendrait. Ici donc, on emploie le mot corbeau pour désigner autre chose. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Des corbeaux qui survolent les plaines. Pensez aux avions allemands qui bombardent le pays. D'accord? Ici, le son des oiseaux, le vol noir, c'est le vol des avions allemands qui bombardent le pays et qui lâchent leurs bombes sur la France. Mais là où ce texte est particulièrement riche, c'est qu'on peut même y trouver un sens premier, un sens propre. Les corbeaux, en effet, sont des oiseaux qui viennent manger les cadavres. Ce sont des charognards. Ainsi, on peut y voir une allusion aux Allemands qui terrorisent, pillent et tuent les Français. Et les corbeaux seraient alors les charognards qui passent au-dessus de ce pays dévasté. Premier vers est déjà une richesse de sens exceptionnelle. Je vous l'avais bien dit que je l'aimais ce poème. Deuxième vers. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Les plus attentifs d'entre vous ont repéré une nouvelle figure de style. Allez, je vous laisse la trouver tout seul. Mettez sur pause, relisez la phrase, trouvez la figure de style. Salia, Shakib, Afsa. Allez, quelqu'un. On a ici affaire à une personnification. Un pays ne pousse pas de cris sourds. Cela n'existe pas. On donne à un objet, à une idée, des caractéristiques humaines. On le personnifie. Métaphore, personnification, déjà 2 figures de style que nous révisons grâce au chant des partisans. Des cris sourds. Si je crie, c'est que je me révolte. Si l'on ne m'entend pas crier, c'est que mon cri s'étouffe. C'est que je ne peux pas le prononcer à voix haute, peut-être de peur de connaître une sanction. Et sous l'Allemagne nazie, la sanction la plus terrible qui soit, potentiellement la mort. Les cris sourds, c'est donc ici une référence aux hommes résistants qui se révoltent peut-être tout bas, c'est-à-dire qui se révoltent sans pouvoir le crier, sans pouvoir l'assumer à voix haute, contre l'oppression de l'occupant de l'Allemagne nazie. Et dans ces 2 vers, le rappel de cette situation est adressé à qui? Il est adressé à un ami. Ami, entends-tu? C'est-à-dire à quelqu'un avec qui on peut tout partager. Et cette anaphore, ami, entends-tu? Ami, entends-tu? Une anaphore, c'est une autre figure de style pour dire la répétition d'un ou plusieurs mots en tête de plusieurs phrases dans un poème. Ça permet d'obtenir un effet de renforcement ou de symétrie dans un texte. Tout ça, je vous le mets dans le PDF en fichier joint. Cette anaphore, cette répétition, elle insiste sur le besoin de quoi? Le besoin d'être entendu par le plus grand nombre. Amis, c'est-à-dire tous les Français. On passe aux vers 3 et 4 qui vont parler de quelque chose de nouveau, qui vont parler d'une nouvelle idée. Et cette nouvelle idée, c'est quoi? C'est la lutte.
Cette lutte, comment est-elle annoncée? Vers 3, l'alarme, ce son qui résonne. Qui résonne pourquoi? À votre avis, ici, pourquoi? Pour signaler aux Français qu'il faut prendre les armes. Et qui doit prendre les armes? C'est particulièrement intéressant le vers 3. Qui doit prendre les armes? Partisans, ouvriers et paysans. 3 personnes qui sont interpellées. OE, partisans, ouvriers et paysans. Partisans, ceux qui sont donc déjà convaincus. Puis ouvriers et paysans. Ouvriers et paysans. Deux types de travailleurs. D'un côté, le monde agricole. De l'autre côté, le monde industriel. La France rurale et industrielle. C'est-à-dire, tout le monde est appelé pour lutter et vaincre l'ennemi. Vers 4, ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Première chose, juste avant, on a parlé d'une alarme. Et là, on nous dit, ce soir, l'alarme, c'est l'urgence. Ce soir, c'est presque maintenant. Aussi, quand on écoute ce chant, et que l'on est à l'époque un citoyen français, on sait que la résistance nous appelle maintenant. Pas demain, maintenant. La résistance a besoin de nous maintenant pour lutter contre qui? Contre l'ennemi qui connaîtra le prix du sang et des larmes. Contre le prix du sang et des larmes, bien sûr, c'est l'idée d'une forme de vengeance peut-être face à l'ennemi qui nous a causé tant de tort. Cet ennemi, on ne sait pas de qui il s'agit. Jamais dans le chant des partisans ne sera cité l'Allemagne nazie, encore moins l'allemand. On ne parle que de l'ennemi. C'est particulièrement intéressant comme procédé stylistique, puisque en parlant de l'ennemi, l'article, le, plus loin, ennemi, on désigne l'Allemagne nazie comme étant le seul ennemi, et il est tellement évident qu'on parle de l'Allemagne nazie qu'on n'a pas besoin de le désigner directement. L'ennemi, il n'y en a qu'un possible. Ici, tous les Français, à cette époque, savent de qui nous parlons dans la chanson. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de l'analyse de la première strophe. Plusieurs choses à retenir. Le sens de la première strophe, qui va nous aider à comprendre la suite. Et quelques notions de français, quelques notions propres au vocabulaire poétique que je vous ai donné. Au moins 3 figures de style. Ces 3 figures de style, je vous les mets en description de cette vidéo et je les place sur le document PDF que je joins à cette séance. Je vous fais confiance non seulement pour avoir retenu quelques informations, mais encore pour en avoir noté sur votre cahier de français. Pour mes élèves en particulier, vous êtes ici dans une séance normale, vous êtes donc du bon côté du cahier et vous prenez des notes sur ce qui vient d'être dit sur cette séance sur le chant des partisans. Petit point de méthode, je l'enregistre après. Je vous mets le fichier PDF. Si vous pouvez l'imprimer, imprimez-le et collez-le. Sinon, recopiez-le. C'est 10-15 minutes maximum de recopie à faire dans son cahier de français. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très bientôt pour l'analyse de la deuxième strophe du chant des partisans. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous. À bientôt.